Monsieur le Président de la coalition de la gauche congolaise et en même temps Président de l'Alliance pour les changements, Monsieur l'honorable Jean-Marc Akabounda, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers amis de la presse tant nationale qu'internationale, distingués invités, tout en vous souhaitant la bienvenue, sans plus tarder, nous allons remettre la parole au président Jean-Marc Akabounda pour son point de presse. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la presse, je tiens de prime abord à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence en ces lieux. En dépit de météo qui n'a pas été tendre avec nous, mais vous êtes quand même là. Mais aussi, je vous remercie aussi pour le rôle que vous avez eu à jouer pendant les heures sombres de mon incarcération injuste. Votre engagement constant en faveur de la vérité et votre courage face à la répression méritent respect et considération. Durant 2 ans et demi, passés à la prison centrale de Makala, je n'ai jamais cessé de suivre avec une profonde émotion le travail que plusieurs d'entre vous accomplissaient, parfois au péril de leur liberté, pour informer le peuple congolais sur la réalité de ma situation. Vous avez refusé de vous taire devant l'injustice. Vous avez gardé vivante la flamme de la vérité. En cela, vous avez démontré que le journalisme, lorsqu'il exerce avec dignité, demeure un pilier essentiel de la démocratie et un rempart contre l'arbitraire. Vous avez été, sans le savoir, ma voix quand on avait voulu me réduire au silence, mon visage quand on avait voulu m'effacer et ma dignité quand on avait tenté de me briser. Chers chevaliers de la plume, je vous assure que les épreuves et les injustices que j'ai traversées ne m'ont ni brisé ni détourné de l'essentiel. Cette page est désormais tournée dans mon cœur et dans mon esprit. Permettez-moi à travers vos micros de réaffirmer solennellement les pardons que j'accorde à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont causé du tort. Comme l'a si bien dit Mandela, la rancœur, c'est comme boire du poison en espérant qu'il tue l'autre. Je ne nourris donc ni amertume, ni ressentiment, car je suis profondément convaincu que la haine enchaîne, tandis que le pardon libère. Je n'entretiendrai jamais l'idée de vengeance. Je choisis la voie de la paix, de la dignité et de la responsabilité. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo traverse l'une des périodes les plus douloureuses de son histoire récente. 7 ans bientôt que M. Félix Tshisekedi Tshilombo a accédé à la magistrature suprême, le pays s'enfonce dans une dérive politique, morale, économique et institutionnelle sans précédent. Sur le plan politique, nous assistons à la destruction méthodique des acquis démocratiques. La gouvernance actuelle se caractérise par le culte de la personnalité, la centralisation du pouvoir, la manipulation des institutions et la réduction de l'espace public, ainsi que la suspension en cascade des partis politiques de l'opposition. Les opposants sont traqués, emprisonnés ou envoyés en exil, les voix dissidentes sont étouffées et la justice transformée en instrument de répression et de règlement des comptes. Mon propre cas en est une illustration parfaite. J'ai eu droit à un procès politique monté de toutes pièces pour punir mon indépendance d'esprit et mon refus à la compromission.
Sur le plan économique, la situation reste alarmante en dépit des discours triomphalistes du pouvoir et notre économie demeure fortement dollarisée et extravertie. La RDC importe tout, de la boîte d'allumettes au poisson chinchard. La monnaie nationale est devenue un instrument de propagande politique en lieu et place d'être le reflet de notre souveraineté et le fondement de notre économie. Nous voyons le pouvoir faire de notre monnaie un instrument de spéculation, détruisant le pouvoir d'achat de la population déjà appauvrie, qui voit d'ailleurs à travers cet acte son panier de la ménagère se vider du jour au jour. Nous considérons cela comme une véritable escroquerie à ciel ouvert. Les prix de denrées de base flambent, pendant que les dirigeants s'enrichissent de manière illicite et honteuse. Les investissements productifs sont absents, les infrastructures sont délabrées et les quelques réalisations observées cachent un vaste réseau criminel de surfacturation et de détournement des deniers publics. La corruption est devenue la norme au sommet de l'État. Sur le plan social, notre peuple est abandonné. Les fonctionnaires vivent sans espoir, en attendant avec incertitude et dans la plupart des cas jusqu'au 39e jour du mois pour être payés. Les enseignants et les médecins sont clochardisés. La jeunesse est abandonnée, livrée au chômage et à la délinquance. La famine bat le record dans tous les pays avec une exacerbation dans les provinces de l'Est et du Kasaï. L'État ne protège plus, il opprime. La promesse du changement, tant chantée pendant 37 ans de lutte, s'est muée en un cauchemar collectif. La RDC n'est plus gouvernée. Elle est gérée à vue, dans l'improvisation, la confusion et le mensonge. C'est ce constat amer qui justifie plus que jamais la nécessité d'une alternative politique crédible, fondée sur la vérité, la justice sociale et la restauration de la dignité nationale. Mesdames et messieurs, le drame le plus insoutenable demeure celui que vivent nos frères et sœurs dans l'Est de la République qui, depuis plus de 2 décennies, payent le prix du silence. Cette partie de notre pays est une blessure nationale. Des vies y sont fauchées et des familles déchirées. Nos morts ne sont pas des statistiques, ce sont des mères, pères, 2 enfants, 2 jeunes, des soldats, des citoyens, bref, des Congolais. Aujourd'hui, la rébellion AFC M23, appuyée militairement par le Rwanda, continue d'occuper des portions entières du territoire national. Des centaines de milliers de Congolais sont déplacés, vivant dans des camps de déplacés dans leur propre pays, dans des conditions inhumaines, sans assistance humanitaire. Les ADF Nalu ont été tout simplement éloignés de la frontière ougandaise par l'opération conjointe FARDC-UPDF. Et à ce jour, ils continuent d'égorger les populations congolaises. La province de l'Ituri est aussi en proie à l'insécurité. Plusieurs vies humaines y sont fauchées tous les jours par les groupes armés. La RDC compte à ce jour plus de 250 groupes armés qui tuent et pillent la population, violent les femmes et exploitent les minéraux qui malheureusement alimentent les chaînes d'approvisionnement des grandes multinationales des pays occidentaux. À cela s'ajoute les phénomènes Mobondo dans le Grand Bandundu et la périphérie de Kinshasa.
Ces bandits opérant avec les armes de chasse tuent et extorquent la population jusque dans la ville de Kinshasa. Toute la question est de savoir comment notre armée, qui fait montre d'incapacité à mettre fin à l'activisme de ces bandits munis d'armes blanches et armes de chasse, pourra-t-elle en venir à bout à des groupes armés structurés et organisés, pour certains bénéficiant du soutien des pays voisins. Tout ceci laisse entrevoir des signes d'une insécurité généralisée et d'un État défaillant au bord de l'implosion. Le pays est en train de se fragmenter, se dirigeant tout droit vers sa balkanisation, pendant que ceux qui ont juré de le protéger s'adonnent à la politique du déni et de la diversion. Personnellement, je ne suis pas surpris de la situation dans laquelle se trouve notre pays, car j'avais tiré la sonnette d'alarme en 2022, il vous souviendra. Toutefois, cher chevalier de plume, je dois avouer que je suis moi-même dépassé par la trajectoire que prend notre pays actuellement. Mesdames et messieurs, la situation actuelle de notre pays prouve sans ambages que la RDC traverse une tragédie sécuritaire et humanitaire la plus atroce du XXIe siècle. C'est pourquoi nous dénonçons avec force l'incapacité du pouvoir en place à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national et dans les 3 provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Pour ne pas ajouter aussi Kinshasa et le Grand Bandundu. Ce que nos compatriotes dans l'Est vivent est inacceptable et mérite non seulement l'attention du reste de la RDC, mais aussi des actions concrètes pour que ces derniers retrouvent la paix et vivent en sécurité sur la terre de leurs ancêtres. On ne met pas fin à une guerre en se contentant de condamner. On ne restaure pas la paix en multipliant des voyages et les promesses sur des podiums. C'est pourquoi, face à l'option militaire, mal pensée et mal exécutée, et à une diplomatie de façade mise en place par le pouvoir actuel, nous proposons le dialogue inclusif comme solution à la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue notre pays. Nous en appelons de tout notre vœu et rappelons qu'au stade actuel, le dialogue national inclusif n'est pas une option, mais un impératif catégorique. Compte tenu de cela, nous ne considérons pas le refus obstiné de M. Tshisekedi Félix à convoquer un dialogue politique inclusif avec l'ensemble de forces vives et des acteurs armés comme un acte de patriotisme. Mais par contre, c'est une erreur grave qui caractérise une stratégie cynique consistant à conserver le pouvoir au-delà de son second et dernier mandat par un glissement à défaut d'un 3e mandat difficile à obtenir par le changement de la Constitution. Nous sommes convaincus que, mis par la peur de quitter le pouvoir en 2028, Tshisekedi laisse délibérément la guerre se poursuivre pour justifier un glissement anticonstitutionnel au-delà du délai prévu par cette dernière. Malheureusement, ces calculs politiques machiavéliques sont mis en place sans la moindre compassion pour nos compatriotes dans l'Est et au mépris total des vies humaines qui tombent chaque jour qui passe. Nous disons, trop de sang a coulé, trop de souffrances ont été infligées, trop de promesses ont été trahies. Le temps du dialogue national inclusif est arrivé. Un dialogue national sincère, courageux et sans théâtre. Un dialogue pour sauver des vies
et mettre fin aux souffrances de nos compatriotes. Nous appelons à la responsabilité de tous les acteurs politiques, de la société civile, des églises et des mouvements citoyens pour exiger ensemble un dialogue véritablement inclusif, sans exclusion, afin de sauver notre pays du chaos. Le moment est donc venu pour chaque Congolais d'assumer ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle devant l'histoire. C'est ainsi que nous demandons à M. Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue, car chaque jour qui passe devient un supplice pour nos compatriotes dans l'Est. Si cela n'est pas fait dans un bref délai, nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous demandons aux Quinoises et Quinois de se mobiliser et de répondre massivement à la marche pacifique que nous projetons pour le lundi 15 décembre 2025. Nous appelons les Congolaises et Congolais à la prise de conscience pour sauver nos compatriotes dans l'Est, car nous ne pouvons pas rester insensibles à leurs souffrances face à un pouvoir incapable de mettre militairement un terme à cette crise et en même temps refuse de dialoguer. Dans ces conditions, ce refus de convoquer un dialogue traduit tout simplement l'abandon de nos compatriotes dans la partie est de notre pays. Et nous pouvons aller plus loin pour considérer ça comme de la haute trahison vis-à-vis de la nation congolaise. Cela, comme nous l'avons évoqué si haut, relève d'un cynisme éhonté, car le pouvoir entretient cette situation de partition des faits, comme vous le constatez, chers journalistes. Notre pays connaît une situation de partition des faits pour justifier la non-organisation des élections générales prévues constitutionnellement en 2028. Je demande enfin aux Congolais de ne pas considérer cet appel comme une posture politique, mais un appel patriotique venant du fond de mon cœur, car ce que nos compatriotes endurent en ce moment est cruel et insupportable. En ce qui nous concerne, nous continuerons à nous battre pour la démocratie, l'avènement d'un état de droit, la justice, la paix, la dignité, le bien-être partagé et la souveraineté de notre nation. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons inviter comme ça la RFI. Nous avons la RFI, Zidi Paulina. Bonjour. Bonjour madame. J'ai lancé un appel à une manifestation le 15, à une journée de mobilisation le 15 décembre. Est-ce que c'est un appel que vous allez faire avec d'autres formations politiques? Qui va s'associer à ce mouvement? Et quelle autre partie d'opposition à quelle autre partie d'opposition vous tendez la main? Est-ce que votre appel va jusqu'à Sauvons la RDC, le nouveau mouvement qui a été mis en place autour de l'ancien président Kabila? Oui, merci beaucoup pour la question. Je venais de dire tout à l'heure que notre appel est un cri de cœur. Nous ne pouvons pas rester insensibles face à la tragédie ou au drame que connaissent nos compatriotes de l'Est. Nous avons laissé Tshisekedi pendant un moment. Nous sommes en train de constater tout simplement qu'il tergiverse. Eh bien, il se donne ce loisir-là de tâtonner, de ne pas apporter des solutions durables, des solutions directes. Et pour lui, il s'est dit que l'opposition, comme il a toujours qualifié d'opposition des affamés, ne peuvent rien faire. Et du coup, c'est le pays qui connaît un coup. Donc c'est un appel patriotique. Personne n'est mis de côté. Donc nous avons appelé les Congolais à répondre massivement. Donc, nous n'avons pas fait de distinction entre les Congolais. Donc nous avons appelé tout Congolais pris de paix de justice
c'est que Congolais qui porte nos compatriotes de l'Est dans son cœur, qui pense que cette guerre doit s'arrêter. Maintenant, et nous avons vu que militairement ça n'a pas marché, la diplomatie a échoué. Maintenant, comme dans la tradition de notre pays depuis 60 jusqu'à ce jour, nous avons eu à mettre fin à ce genre de crise par les dialogues inclusifs. C'est ce que nous allons demander. Et si M. Tshisekedi ne convoque pas ces dialogues jusqu'au 15 décembre, et ce jour-là, vous nous verrez dans les rues de Kinshasa marcher pacifiquement pour montrer à la face du monde qu'il y a un sérieux problème au Congo. Que nous avons un régime qui ne sait pas mettre fin aux souffrances de son peuple, qui se complaît avec son chef de l'État de faire le tour du monde, de faire du théâtre, faire des discours sur des podiums, continue à accuser. Mais dans l'entretemps, ce sont des vies humaines qui tombent là-bas. Mais comme militairement, monsieur, tu es incapable de faire la guerre, tu es incapable de protéger le pays. Mettons-nous autour d'une table, acteurs politiques, la société civile, même ceux qui se sont révoltés, parce que chacun viendra dire un mot pour que la paix soit retournée. Nous n'excluons personne. Madame Ouendi, de la radio allemande. Monsieur Kaboum, vous proposez un dialogue inclusif, vous dites même que c'est un impératif, ce n'est pas la première fois, on sait que le CC5 l'a proposé. Plusieurs autres partis ici en RDC ont proposé ce dialogue inclusif. Docteur Moukou est élu par une conférence internationale dans laquelle on pourrait inclure les acteurs économiques. Qu'est-ce qui vous fait croire que cet appel-ci sera entendu alors que ça fait des mois qu'on demande un dialogue inclusif? La deuxième question, vous n'avez pas répondu à la question de ma collègue, alors je me permets de vous la reposer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous lancez aussi un appel à Joseph Kabila? Parce que vous dites tous les Congolais. Est-ce que Kabila, Nanga peuvent se retrouver aujourd'hui avec vous autour d'une table et que c'est Oui, merci beaucoup pour la question, madame. Plusieurs compatriotes, notamment des confessions religieuses, ont fait le même appel. Donc, demandant à ce que les fils et filles de ces pays se retrouvent autour d'une table. Mais nous constatons tout simplement que cet appel se bute à un refus catégorique de M. Tshisekedi. C'est ce qui justifie même l'appel de ces jours. Nous ne sommes pas venus ici quémander cela à Tshisekedi. Nous lui disons qu'il le doit. Il est dans l'obligation de convoquer ces dialogues. S'il ne le fait pas, nous allons lui forcer la main. Nous allons descendre dans les rues de Kinshasa. Nous allons, et à partir du 15, jusqu'au jour où il convoquera ces dialogues, nous allons organiser des actions publiques, démocratiquement. Et nous sommes convaincus qu'avant qu'il ne soit trop tard, il entendra la voix de la rue. C'est ça la différence avec ce que les autres ont fait. Nous nous disons que nous n'allons pas nous plaindre, nous descendrons dans les rues et nous allons manifester. Nous allons mobiliser notre peuple pour ça. Vous citez les noms des gens, je vous ai dit ici que tout le monde est bienvenu. Nous n'excluons personne. Vous avez cité des noms. S'ils seront dans la possibilité d'être ici à Kinshasa et marcher avec nous, il n'y aura pas de problème. Alors, nous invitons Madame Élisée Odia de venir prendre le micro et déposer ces deux questions. Madame Élisée Odia. Merci, bonjour M. Kaboum. Est-ce que vous comptez aller vers les autres? Ça sera peut-être ma seule question. Écoutez, je sais de quoi vous voulez, si je peux encore entrer dans votre esprit, sans peur de me trahir, vous faites allusion à une coalition de l'opposition. Écoutez, l'opposition est plurielle au Congo. Je crois que ce débat, il est vieux que le Congo. Chaque fois, candidat commettent l'opposition, l'unité de l'opposition, mais ce dont beaucoup ignorent est que l'opposition est plurielle dans ces pays. Dans l'opposition, on trouve la droite, il y a la gauche là-bas, dont moi-même, à laquelle j'appartiens, il y a le centre
Je ne sais pas selon vous. Vous pensez que la gauche, la droite, les centres peuvent se mettre ensemble comme ça et c'est facile? Je ne crois pas. Je crois que vous demandez trop à l'opposition congolaise. Ceux qui sont de la gauche vont se mettre ensemble parce qu'ils ont la même idéologie. Ils vont mettre sur pied un même programme de gouvernance et ils gouverneront selon ce qu'ils entendent la gouvernance. Ceux qui sont à droite feront aussi pareil. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, qu'il soit possible que toute l'opposition se mette ensemble. Et si cela est possible, je crois qu'il y a encore du chemin parcouru dans notre pays. Parce qu'il n'y a qu'au Congo où on demande à tout le monde d'être ensemble. Mais sous d'autres cieux, il y a la droite, il y a la gauche, il y a le centre. On ne demande jamais aux autres là de se mettre ensemble. Et continuer à réfléchir ainsi, c'est, pour moi j'estime que c'est de l'obscurantisme politique. C'est comme si nous sommes encore en 60, où les acteurs politiques ne savaient pas ce qu'ils font. Quelle est cette gouvernance? Nous sommes peut-être le seul pays au monde où vous trouvez dans un gouvernement la gauche, la droite, le centre, tout le monde est dedans. Et du coup, c'est un échec total parce que personne ne comprend personne. Il y a cacophonie totale, il n'y a pas de programme. Et vous trouvez ça correct pour un pays de plus de 120 millions d'habitants, 2 345 000 km²? Il va falloir que ces pays fonctionnent sur base des principes, que les partis politiques et ceux qui aspirent à gouverner gouvernent sur base des idéologies et non sur base des alliances de factus, des alliances que moi je considère comme des attellages mal assortis. Et dès que les gens sont au pouvoir, c'est la cacophonie et avec toutes les conséquences qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous appelons comme ça Monsieur Pichou Moulamba. Moulamba, merci beaucoup. Monsieur Pichou Moulamba. Merci, Monsieur Jean-Marc Aboum. Vous présentez les dialogues national inclusifs comme la recette magique. Et quand vous dites inclusif, dans les contextes actuels, est-ce avec ou non la participation de la rébellion armée soutenue par le Rwanda ou ils sont simplement des révoltés selon vous? Vous évoquez la situation des Congolais de l'Est. Quel est votre regard sur la récente conférence de Paris appelant à une ouverture humanitaire, notamment à travers la réouverture de l'aéroport de Goma? Merci beaucoup, M. Pichou. Nous appelons certainement à un dialogue inclusif qui réunira autour d'une table toutes les personnes concernées. Et d'ailleurs, je crois, pour moi, que le M23 est le plus concerné dans ce dialogue. Pour la bonne et simple raison que c'est eux qui ont pris les armes. C'est à cause de leur activisme militaire qu'aujourd'hui nous déplorons des pertes en vies humaines. On aurait aimé que le gouvernement soit fort, puisse nous éliminer tous ces gens et les mettre hors d'état de nuire. Mais face à l'incapacité du pouvoir, nous disons que le dialogue devient maintenant un impératif catégorique, y compris même ceux qui ont pris les armes, parce que c'est M. Tshisekedi qui nous y pousse. Parce que si cette guerre avait été gagnée depuis 2023 ou depuis 2022, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, d'ailleurs, il y a une grande contradiction dans les propos de nos amis de l'Union sacrée et même de Tshisekedi lui-même. Actuellement, ils négocient avec le M23 à Doha. Ils sont à Doha. Ils vont bientôt là, si tout marche bien, ils vont signer un accord. Mais alors, de quoi parlons-nous exactement? Les narratifs de nos amis de l'Union sacrée est dépourvu de toute rationalité. Vous êtes à Doha, vous discutez avec les rebelles. Mais on vous dit que ce n'est pas suffisant. Parce qu'il n'y a pas que l'M23 aujourd'hui. L'Ituri, là-bas, il y a plusieurs groupes armés. Nous en comptons 250. Il y a les Wazalendo qui sont là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer ce que nos compatriotes la font. Mais fort est de constater qu'il y a beaucoup de bavures
et beaucoup d'erreurs dans les chefs de nos amis. Et si nous n'y prenons pas garde, demain, le Ouazalendo nous poseront un problème sérieux, plus que même ce que l'M23 nous pose aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons que le dialogue inclusif est une nécessité absolue. Donc, dire que nous ne pouvons pas négocier avec ceux qui ont pris les armes dans un format inclusif et aller négocier avec un catimini, d'ailleurs à l'étranger, ça dénote d'une irrationalité et on ne peut même pas en parler. Pour moi, j'estime que, d'ailleurs, est-ce qu'on peut négocier avec les gens qui ne vous contestent pas? Déjà, quand on parle du dialogue, on évoque seulement le dialogue. La définition voudrait dire, ou la compréhension voudrait dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir, peut-être qu'ils n'ont pas pris les armes et qu'ils sont en total désaccord. Cela crée une crise politique au pays qu'il faut résorber par le dialogue. Soit il y en a qui ont choisi la voie de l'extrémité, l'extrême, ils ont pris les armes et ils ont attaqué leur propre pays, et tout ça ne peut se terminer que par le dialogue. Mes chers amis, ces pays, nous avons tout vu ici. Les discours que nos amis la font, nous l'avons entendu à l'époque de Mobutu. Nous allons à la conférence nationale souveraine, la conférence produit de très belles résolutions. L'entourage de Mobutu le prend en otage et va le placer à Kawele. Il dit non, monsieur le président, ici nous allons perdre le pouvoir. Parce que si vous acceptez qu'on aille comme ça jusqu'aux élections, nous allons perdre le pouvoir. Le même Rwanda, avec le même Kagame, a soutenu une rébellion qui a marché jusqu'ici à Kinshasa. Et cependant, tous ceux qui entêtaient Mobutu ont traversé Brazzaville, vers Brazzaville et sont partis. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu ici? Les Rwandais ont fouetté les gens dans le ventre. Les Rwandais ont tué les gens en vous portant comme ça. C'est ce que vous voulez qu'on revive encore dans ce pays? Nous disons non. Parce que l'AFCM 23, nous sommes en train de faire des discours, ils sont encore dans 2 provinces. Mais l'histoire récente nous a bien démontré qu'une rébellion peut renverser un pouvoir. Et si ces gens-là venaient, par malheur, nous ne le souhaitons pas, jusqu'à marcher jusqu'à Kinshasa, tous ceux qui parlent du patriotisme, tous ceux qui insultent là, vont traverser. Donc, vous et moi, nous allons rester ici. Pour être chicotés par le même Rwandais, être tués comme des petits lapins dans les bourses, nous disons non. Nous disons non. On ne peut pas continuer à refaire la même erreur. Nous sommes quand même un peuple suffisamment mature pour comprendre certaines choses et faire avancer notre pays. Vous voyez? Nous discuterons, le M23 sera à la table de négociation parce que c'est eux qui ont pris les armes, c'est eux, à travers eux que le Rwanda est en train d'agresser le Congo aujourd'hui. Nous devons mettre fin à cette histoire une fois pour toutes par un dialogue inclusif. Madame Élysée, Madame Aurélie Bazara. Non, j'ai pas de questions. Vous n'avez pas de questions? Oui, on m'a déjà posé des questions pour les... Alors, dans ce cas, nous allons inviter Madame, plutôt Monsieur Dadi Songela. Songozo, voilà, Monsieur Dadi. De TV5. Massacré son nom. Je suis Charles de Oui, je suis Dadi Songozo, correspondant de TV5 Monde. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Dadi. Première question, vous insistez sur les dialogues inclusifs avec ceux qui ont pris les armes, pourquoi pas. Question, vous êtes pour ou contre l'intégration des anciens rebelles dans les services de sécurité de la République démocratique du Congo? Parce que vous ne voulez pas revivre le passé pour parler du Rwanda. Parce que le pouvoir de Kinshasa estime que ces gens ne peuvent pas intégrer les services de sécurité parce que ça fragilise l'armée. C'est la première question. Deuxième question, je ne veux pas parler de personnes. Vous parlez ici à la page 2 de la République démocratique du Congo, machin, économique et institutionnel sans précédent. Donc le pays s'enfonce.
C'est sans précédent. Sans précédent, ça veut dire ce que Tshisekedi fait, les anciens présidents n'ont jamais fait. Justement. Si vous étiez demandé de choisir dans la façon de diriger de Félix Tshisekedi, de celui qui l'a précédé, Joseph Kabila, la façon de diriger, vous choisirez quoi? Un enfant pour vous de deux chemins. Merci. Premièrement, vous avez voulu savoir si je suis d'accord avec l'intégration, tout ça. Mon cher ami, je dois vous dire sincèrement qu'il y a un adage juridique en droit qui dit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». On aurait évité tout ça. On aurait évité tout ça. Mixage, brassage, parce que c'est une histoire bien connue dans notre pays. Qu'à chaque cycle de violence créée, on aboutit toujours par un dialogue qui va intégrer les acteurs civils au gouvernement et au Parlement. Et bien pour les combattants, ils seront intégrés dans l'armée. Ça, c'est connu. C'est notre histoire récente. Alors, toute la question est de savoir maintenant, quand Tshisekedi négocie avec la M23 à Doha, vous pensez que la M23 vont lui donner un cadeau sur un plateau d'or? Cette question, par contre, il ne faut pas me la poser, moi je suis un opposant. Posez-la à Tshisekedi qui est en train de négocier avec la M23 maintenant. C'est une très belle question qu'il faut lui poser. Moi je peux vous dire oui ou non. Ça va faire quoi? C'est par rapport au dialogue inclusif. Ah ben oui, mais je vous ai dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si pour trouver la paix, on doit passer par là, je crois que ce sont des concessions que nous serons encore une fois de plus appelés à faire, parce que celui qui a été là, celui qui est là, n'a pas pris des mesures préventives pour nous éviter cette situation. Donc l'intégration des militaires, donc, prenez un peu un cas de figure. On nous apprend que l'FCM23 a 30 000 combattants. Aujourd'hui, soyons un peu raisonnables. On fait quoi de ces gens-là? On le prend, on va le jeter dans un océan. C'est devenu un problème politique qu'il faut régler. Et c'est justement le bien fondé du dialogue. Quand nous serons là-bas, c'est là-bas que nous allons tout définir. Mais à ce stade, de vous dire oui ou non, je crois que c'est trop osé. Entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, qui choisirais-je? Mais, mon cher ami, vous savez qu'à ces jours, je n'aime plus faire le procès de Kabila. J'ai fait un grand procès à ce monsieur pendant 18 ans. Je crois que pour la plupart d'entre vous qui me connaissent ou qui me connaissaient depuis 10 ans, s'il y a un opposant qui a combattu Kabila plus que moi, en tout cas j'aimerais le connaître aujourd'hui. Je suis parmi les gens qui ont combattu Kabila farouchement. Je peux me placer en première position parce que c'était facile de faire la politique contre Kabila ici à Kinshasa, mais moi j'ai combattu Kabila chez lui, dans son village natal. J'ai hissé les drapeaux de l'UDPS. J'ai été l'opposant farouche dans le village natal de Kabila, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Donc aujourd'hui, je ne peux plus continuer à faire le procès Kabila. Le monsieur là, il a fait ce qu'il a fait, il a laissé le pouvoir, je crois qu'il est temps de l'oublier. Pour moi, nous sommes dans un procès aujourd'hui contre Félix Tshisekedi, parce qu'il gère mal. Il gère exactement comme faisait Kabila. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas nier mon propre combat. Je ne peux pas nier ce que j'ai fait hier. J'ai combattu Kabila parce qu'il gérait mal le pays. Le pays était mal gouverné, dans la dictature. Le peuple était soumis à la misère, à la pauvreté, pendant qu'une petite élite s'enrichissait de manière éhonteuse. Et ça, je l'ai dénoncé de manière forte. Et c'est ce que je continue de faire aujourd'hui, parce que Tshisekedi est sur la bonne voie de Kabila, et je dirais qu'il est en train même de perfectionner cette voie.
D'accord, vous serez là. Merci. Nous invitons M. Joseph Chibanda. Je suis Joseph Chibanda, journaliste et responsable du média qui a interviewé à Conseiller. Alors, j'ai deux petites questions. La première, c'est que si vous étiez à la place du président Tshisekedi, qu'auriez-vous fait en ce moment? La suivante, soit la seconde, vous avez épinglé dans votre mot, vous avez dit que la question de la guerre profiterait au président Tshisekedi, alors qu'il y a des accords en gestation pour que la paix revienne dans notre pays. Comment expliquez-vous cela? Merci. Oui, si, ben il y a beaucoup de gens aiment ça, mais je ne suis pas malheureusement à sa place. Hein, voyez-vous, je ne suis pas à sa place. Je vais quand même tenter de vous dire ce que je ferai par rapport à la situation du pays actuellement. Je prends la dimension sécuritaire, parce que nous n'allons pas nous éparpiller. Je prends la dimension sécuritaire. Monsieur Félix Tshisekedi, comme moi, nous avons passé plusieurs décennies à combattre les régimes Mobutu et les régimes Kabila. La situation sécuritaire dont on parle aujourd'hui, c'est une situation bien connue par lui et par l'ensemble de la classe politique. Aujourd'hui, ça serait une absurdité qu'Abound devient président de la République et il dit au peuple, mais vous me demandez trop. Déjà cette guerre n'a pas commencé avec moi, ça fait de cela 30 ans. Mais les autres là aussi ont connu des histoires comme moi. Foutez-moi la paix. C'est ça. C'est ce que Tshisekedi et ses amis sont en train de raconter à longueur de journée, que nous n'avons aucune responsabilité à porter. Cette guerre, ce n'est pas nous qui l'avons commencé, etc., etc. Mais je voudrais ici dire à tout le monde que quand on se bat pour diriger un pays, on doit être conséquent. Parce qu'un projet de société, moi je l'ai toujours considéré comme une inadéquation entre l'observation qu'un leader fait de la situation générale de son pays et les réponses qu'il compte donner à ces problèmes dont il vient de dénicher. C'est-à-dire la réflexion profonde qu'un leader fait de la situation générale de son pays, les problèmes, et là il réfléchit en termes de solutions, mise sur la balance, ça fait ce que nous appelons une vision politique, un projet de société. Donc aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que la RDC est prête à faire la guerre pour protéger son territoire national et son peuple? Mon cher ami, je suis très différent de Félix Tshisekedi. Je l'ai suivi hier, je crois qu'il doit être dans un pays comme ça, il s'est adressé aux Congolais, je crois que c'est en Égypte. Que je ne suis pas arrivé à la tête du pays pour faire la guerre. Moi, je suis arrivé pour faire la paix. Non, moi, je n'ai pas la même compréhension que lui. Moi, j'ai une compréhension internationaliste de la vie des États. Les États sont de monstres froids. La guerre, les conflits sont partie intégrante, sont même inhérents à l'existence des États. Donc, arriver à la tête d'un pays comme le Congo, avec 9 voisins, avec un passé sécuritaire sombre, vous ne pouvez pas vous faire passer pour un pacifiste et dire que vous n'êtes pas venu faire la guerre. Si j'étais à sa place, d'ailleurs, notez-le, je suis un pneumologue. Ça voudrait dire que la guerre est un moyen pour parvenir peut-être à une solution. Surtout lorsque vous avez des voisins belliqueux, des voisins qui ne vous respectent pas, des voisins qui violent votre territoire, qui entrent sous votre territoire et tuent. Donc à sa place, je ferai la guerre. À sa place, je monterai une armée, une grande armée. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit que mon projet de société commence par là. Avant de construire des écoles, d'hôpitaux, des routes, moi, je commencerai par construire une armée.
Je commencerai par là. Je demanderai aux Congolais de serrer la ceinture, d'accepter encore pour un moment la souffrance, pourvu que nous ayons une armée. Parce que quand on a une armée, telle que nous l'avons ici, elle n'est pas faite pour meubler nos salons ou meubler le Congo. Elle est faite pour faire la guerre. L'armée est faite pour faire la guerre, pour tuer l'ennemi, poursuivre l'ennemi jusqu'à ses derniers retranchements. C'est ça la mission de l'armée. Si nous étions tous pacifistes, on n'aurait pas des armées dans nos États. Si chaque pays pense avoir une armée, c'est doter des armes tactiques et stratégiques, c'est justement pour prévenir les guerres. Moi, par contre, pour éviter les mixages, les brassages et autres, j'aurais préféré la voie de la guerre, mener la guerre et en finir militairement pour nous éviter tout ce que nous avons, que beaucoup évoquent comme infiltration. Donc, le discours de M. Tshisekedi me surprend. Ça me surprend tous les jours parce que vous ne pouvez pas penser diriger un grand Congo avec nos voisins et ne pas vous préparer à la guerre. Et d'ailleurs, chaque fois quand je le vois monter sur le podium à gauche, à droite, le Rwanda nous agresse. Mais nous avons une charte des Nations Unies, à son article 51, qui donne le pouvoir à chaque État agressé de se défendre. Et ça, la charte appelle ça la légitime défense. Je vais vous poser la question. Combien de roquettes Tshisekedi a déjà envoyées au Rwanda depuis que ce conflit a commencé? En guise de réponse ou de protestation à ce que Kagame fait. Et voilà qu'on embarque tout un peuple. Ah, celui-là c'est un kagamiste, celui-là c'est un Rwandais, parce qu'il n'a pas dénoncé, il n'a pas fait ceci. Mais vous qui dénoncez là, vous avez lancé combien de missiles à Kigali? Vous avez lancé combien de roquettes à Kigali? Mais tout se passe chez nous. Et finalement, c'est devenu un théâtre. C'est devenu un théâtre. Et on vous embarque, même vous les journalistes, on vous embarque dans ces narratifs dépourvus de rationalité. Ah, ceux-là ne sont pas nationalistes parce qu'ils n'insultent pas Kagame. Comme si nos compatriotes de l'Est trouveront la paix dans les insultes contre Kagame. Et le Rwanda dont on parle, c'est un petit pays à la dimension d'un territoire en République démocratique du Congo. Un petit pays de 10 millions d'habitants, 28 000 km². De quoi parlons-nous finalement? N'avons-nous pas honte? N'avons-nous pas honte? Moi, à la place de Tshisekedi, j'aurais très honte. Pour passer dans des grandes tribunes internationales, dénoncer un petit pays comme ça. Que si seulement nous sommes sérieux, dans 48 heures, le Rwanda est écrasé. Et d'ailleurs, moi j'ai dit, demain la gouvernance que nous mettrons en place, elle ne sera pas là pour écraser le Rwanda. Parce que lorsque vous prenez la grandeur du Congo, sa force, son peuple, les richesses que le Congo a, si nous allons sur ces schémas-là, peut-être que le Rwanda n'existera plus sur la carte du monde. Mais par contre, nous disons que le Grand Congo de demain sera un arbre de paix pour tous ses voisins et dans la région. Et d'ailleurs, nous allons, par la force que nous mettrons en place, sécuriser aussi les Rwandais. Les Rwandais pourront tirer les dividendes de notre force militaire et économique. Monsieur Alain Bouman, s'il vous plaît. Merci, Président. Plutôt une question parce que les autres préoccupations ont été résolues. Ouais. Oui. Monsieur Jean-Marc Kaboun, vous venez de peindre un tableau sombre de la gouvernance du pays depuis 7 ans. Je vous demande de faire un petit exercice. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bon à tirer durant cette gouvernance? Mais on ne pose pas une question pareille à un opposant. Vous faites l'opposition républicaine? Non, il n'y a pas des oppositions républicaines et non républicaines. Il n'y a qu'une opposition reconnue de la Constitution. Je suis opposant. Hein? Si vous voulez bien savoir ce que le gouvernement a fait, mais il y a des gens qui sont payés pour ça. Eux, ils sont payés pour ça chaque jour. Et on leur demande même de manipuler l'opinion, de créer là où il n'y a rien, de dire qu'il y a quelque chose qui est fait. Mais moi, qu'est-ce que je veux vous dire? Tout ce que je vois, c'est la misère du peuple.
c'est la souffrance. Tel qu'il a plu là, vous ne saurez plus rentrer chez vous. Mon cher ami, dites-moi un peu, parce que, parlons-en quand même. J'entends les gens dire que voilà, Tshisekedi a construit des universités, il a construit une école par-ci, un centre de santé par-là. Et que pour ça, Tshisekedi a développé le Congo. Est-ce que réellement, si nous sommes rationnels, nous pouvons réfléchir de cette manière? Je ne crois pas. Joseph Kabila n'avait pas fait des œuvres, il n'avait pas construit dans ce pays. Selon vous, vous pensez que Kabila, pendant ses 18 ans, il n'avait rien construit? Il avait construit, il a laissé il avait fait ce qu'il pouvait faire. Mais nous avions dit à l'époque que c'est insuffisant par rapport à la demande de notre peuple. C'est insuffisant. Et d'ailleurs, les quelques projets faits à l'époque de Kabila, tout comme à cette période, comme je l'ai dit, cachent un vaste réseau criminel de détournement et de surfacturation. Mobutu, que nous avons combattu farouchement, pouvez-vous me dire aujourd'hui, de tous les présidents qui se sont succédés après Mobutu, c'est lui qui a construit des ouvrages à la dimension de ce que Mobutu a construit? Pont Maréchal, le stade de Martyrs, échangeur de Limité, pour ne citer que cela. La liste est longue. Mais vous et moi, nous avons marché dans ces pays pour dire que le mal zaïrois c'était Mobutu. Alors que nous voyons toutes ces œuvres, toutes ces constructions, nous les avons vues. Mais nous avons dit que c'était insuffisant. Ça voudrait dire ceci. Une bonne gouvernance, mon cher ami, ce n'est pas celle qui fait une école par-ci, 10 km de route par-là. Le développement ou le changement dans un pays, c'est un processus. Moi, je considère ça comme un processus inclusif. Ça inclut beaucoup de paramètres au même moment, et plus ça avance, et ça fait que réellement, la vie des citoyens change. Aujourd'hui, en quoi est-ce que l'université de Mbujimaï change la vie des Kinois? En quoi est-ce que l'avenue Kabambare, bétonnée, change la vie des gens qui sont à l'Itourie? C'est un non-sens. Vous allez me dire, mais il faut commencer par quelque part. Ma compréhension du développement et du changement est très différente de ce que notre ami est en train de faire. Pour moi, j'estime que l'homme doit être au centre de tout ce qui est fait. Ça voudrait dire que celui qui n'avait pas la possibilité de boire du thé le matin, à un moment donné, il commence à boire du thé. Il dit, ah, beaucoup échangé vraiment. Les habitants, je prends les habitants qui sont dans des quartiers chauds, des communes mouvementées, pas de Koulouna et autres. Arrivé à un moment donné, ils commencent à faire le tour de leur commune à 2h, 3h du matin. Ces gens-là n'ont pas besoin que Jean-Marc Kaboun vous dise que Tshisekedi a fait ceci ou cela. Le changement ne se prêche pas à la télévision. Le changement est vécu par l'homme, parce que c'est pour lui que tout est fait. Donc quelqu'un qui ne pouvait pas sortir la nuit chez lui à la maison parce qu'il serait tué par les Koulouna, il se voit sécurisé. Il peut faire le tour de sa commune toute la nuit. Vous voulez, est-ce que cette personne a besoin qu'on lui parle du changement à la télé? La question. Quelqu'un qui avait difficile à faire une commune, d'une commune à l'autre, il se rend compte que Kinshasa, il n'y a plus d'embouteillage parce que la question a été résolue. Vous pensez que les Kinois auront besoin des communicateurs du chef de l'État pour comprendre que réellement, il y a eu un changement dans ce domaine? Je ne crois pas aussi. Donc pour moi, le changement, c'est tout un processus. Il intègre presque tous les paramètres, et ces paramètres évoluent concomitamment. Parce que si un maillon de la chaîne échappe, donc vous perdez le nord. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'estime que notre pays doit se développer avec l'agriculture. Mais pour que l'agriculture soit réellement un moteur de développement, il faut des routes de dessert agricole. Mais si vous avez des routes de dessert agricole, donc vous aurez une grande production,
vous devez alors réfléchir sur la conservation et la transformation. Parce que si vous n'avez pas un système de conservation et de transformation, les producteurs vont perdre leur production. Vous voyez que pour qu'il y ait agriculture, il y a d'autres facteurs, plusieurs facteurs qui doivent être pris en compte pour que réellement demain, les Congolais puissent manger le produit de l'agriculture. Donc vous ne pouvez pas, à ce stade, amener comme nous l'avons vu à l'époque de Kabila, des tracteurs et autres, vous amenez ça en brousse, vous dites maintenant nous allons faire l'agriculture. Quel type d'agriculture? Parce qu'il n'y a ni route, il n'y a ni moyen de conservation, ni quoi que ce soit. Voyez-vous? Et quand on parle de moyens de conservation et de transformation, là nous sommes dans l'industrie agroalimentaire. Ça dit que le pays doit s'engager déjà sur la voie de l'industrialisation. Vous comprenez? Vous entendez ce que moi j'entends par développement, par changement. Donc ce n'est pas du bruit, ce n'est pas du folklore, mais c'est du travail. Le peuple lui-même sent que réellement il y a des réponses à nos problèmes. Donc, il y a lieu de se poser la question. Quand je suis arrivé au pouvoir, les PIB par habitant des Congolais étaient de combien? Aujourd'hui, il est de combien? Voilà le vrai développement. Le taux d'accès à l'électricité était de combien? Aujourd'hui, il est de combien? L'accès à l'eau potable, le taux était de combien? Et aujourd'hui, il est de combien? Mais s'il faut parler de quelques tronçons de route, de quelques bâtiments construits, là je vous dis, ce n'est pas le changement, ce n'est pas pour ça que nous avons milité aux côtés de son père, parce que nous avions une grande compréhension du changement et même du développement. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est la pure continuation de la gestion des Kabila. Donc, volons, prenons tout, et pour maintenant cacher tout ce que nous avons fait, construisons une école par là, construisons 10 km de route par-ci, et nous allons dire au peuple que nous avons fait quelque chose. Mais dans l'entretemps, le peuple croupit dans la misère, dans la pauvreté, dans la famine, le peuple n'a ni courant ni eau courante, et tout ça, le peuple sent réellement un poids sur lui, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, mais on lui fait croire que monsieur, il y a du changement. Pour quelqu'un qui n'a pas mangé, pour quelqu'un qui n'a pas du courant, qui n'a pas d'eau courante, quelqu'un qui ne sait pas se déplacer, un pays où quelqu'un ne peut pas quitter l'Est vers l'Ouest, par voie routière, nord vers le sud. Mes chers amis, nous sommes tous à Kinshasa. Admettons que nous ne le souhaitons pas. Vous avez un cas d'urgence chez vous à 2 h du matin. Savez-vous un numéro d'urgence que vous pouvez appeler et on vient vous secourir chez vous à la maison? Mais nous sommes en plein 21e siècle quand même. Nous sommes en plein 21e siècle. Une capitale de 20 millions d'habitants sans service d'urgence. Bon, pour les Congolais, c'est normal. Pour nous Congolais, nous trouvons ça normal. Mais c'est anormal. Nos amis devaient avoir honte de passer à la télé, parler de quoi que ce soit. Savez-vous que cette ville de plus de 20 millions d'habitants n'a pas de pompiers, n'a pas un service public d'anti-incendie, et vous parlez du développement? Non, mes chers amis, nous devons être sérieux. Le pays est en train de reculer. Le pays n'avance pas. Nous sommes en train de reculer. Tant que nous serons dans la gestion que nous avons combattue hier contre Kabila et contre Mobutu, d'un petit groupe d'individus au sommet de l'État qui prennent tout, et ce sont des miettes qu'ils font tomber au peuple, et c'est ces miettes-là qu'on veut nous faire croire qu'on a fait quelque chose. Nous allons dire non. Nous invitons l'avant-dernier intervenant. Il s'agit bien de M. Ambroise Mamba du Congo Web. Merci. Président, deux questions. La première, c'est en rapport avec les manifestations publiques. Vous avez annoncé les manifestations pour le 15 décembre. Nous allons organiser les manifestations jusqu'à ce que le dialogue sera convoqué. Dans l'hypothèse où il ne serait pas convoqué, est-ce que vous seriez en train de soupçonner des attitudes de la part du pouvoir en place, des attitudes de jouer les prolongations au-delà de 2028 et vous voulez les bloquer déjà à ce niveau? La deuxième question, c'est en rapport avec le pluralisme au sein de l'opposition. Est-ce que
les manifestations qui sont annoncées pour le 15 décembre pourraient-elles concerner également les autres, ou vous voulez les singulariser ou unifier l'opposition pour les résultats escomptés? Oui, nous l'avons si bien évoqué dans notre lecture faite tout à l'heure là. Nous ne soupçonnons pas, mais nous sommes convaincus que ça fait partie de la stratégie de Tshisekedi et de ses amis aujourd'hui, de laisser la situation pourrir, ne pas trouver des solutions rapidement, afin de justifier la non-tenue des élections en 2028. Il n'est l'ombre d'aucun doute que cela est vrai. Parce que lorsque vous observez seulement les tergiversations, vous allez comprendre qu'ici, le pouvoir a peur du dialogue, tout simplement se rappelant que le dialogue, chaque fois qu'on a eu à l'organiser, ça a été un blocage pour une dictature. Donc, Tshisekedi sait pertinemment que quand nous allons entrer dedans, il y aura des clauses clairement libellées, telles que pas de troisième mandat, pas de changement de la Constitution, élection dans les délais constitutionnels. Ça ne manquera pas de temps. Et Tshisekedi en est conscient. C'est comme ça qu'il évite de convoquer ces dialogues. Et malheureusement, en sacrifiant nos compatriotes de l'Est, ils meurent tous les jours. Alors, les autres, je crois avoir répondu à cette question. Nous n'excluons personne. Je ne vais pas quand même convoquer ces points de presse pour parler des autres. Je préfère bien parler des Congolais qui souffrent actuellement. Je ne suis pas là pour parler des politiciens et de leur posture. Chacun a sa posture, chacun sait ce qu'il fait pour le peuple, et c'est ce même peuple qui nous jugera demain. Si certains, les uns et les autres, estiment que pour des raisons de stratégie politique, ils ne peuvent pas nous rejoindre dans ce que nous faisons, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons observer cela. Mais s'il y en a qui sont patriotes, qui vont comprendre que cet appel n'a rien à voir avec une posture politique, mais c'est tout simplement un cri de cœur que nous lançons pour que Tshisekedi revienne à la raison, afin qu'un dialogue soit convoqué pour sauver notre peuple. Et tant mieux, là j'ai dit bravo à eux, nous sommes disposés à recevoir quiconque mettra l'intérêt du peuple au premier plan, se dira que nos divergences, nous pouvons les mettre de côté et sauver le Congo avant toute chose, et peut-être les restes suivront après. Donc nous n'avons exclu personne. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, nous allons prendre le dernier intervenant. Il a une question à Lingala. Oui, ça va. Voilà. Monsieur Yves Luamba. Merci beaucoup, Président. Yves Luamba, présentateur du magazine Tolobela Congo. Autour du projet d'Ali, ce qu'on conseille à Bissot résumé, na bateau on a Lingala, va retenir l'île Yamotouya, la conférence de presse. Oui, au Conseil le 4 novembre. Il y a mis rapidement, ce qu'on a compris, ça moi, Vinayo, na Makamboyo et Tali. Appréciation et affaires congolais, et puis moi, Biloko, tout le monde a quitté dans le marché. Parce que la population, ça a moins maquillé les délais, tout le monde a payé à Vinayo et tant qu'opposant. Ceux qui ont mis à chiter, il y a ceux qui, par respect, il y a des dégots de l'Anavamoa, dans le Makamboyo, il y a dialogue, il y a ultimatum au Pessi pendant le 15 décembre. Président, pour tous les animaux, soki lelo yo na koti la logique ya kulutwa ekutuna motuna soki lelo to sali dialogue puisque olobeli makambo ya concession et salimaka est-ce que la concession on a lelo to ko kenya na gouvernement ya union nationale est-ce que soki to kenya na gouvernement ya union nationale mandat ya Félix et qu'on continue de ko s'arrêter to kenya ya transition et puis ya souka soki on lima ya ko na gouvernement na ka ya proposition. Yes. Otuni makambo mbele mbala moko tokobanda na synthèse tokolobela bandeko bayi mulongo que conférence de presse na biso ya lelo ezali pour se concentrer particulièrement
mpona makambo ezali kosalema na est ya mboka na biso. Tolobi ete tovandi mingi totaleli Tshisekedi na baninga na ye ngonga moko mulai tokanisaki ete bakokai kopesa solution, mais finalement tomoni que bazali komema biso na ndenge elongomani te, bazali komema biso na makambo oyo bango moko bayebi. Nde na yango tolobi que mboka na biso ezali agressé na Rwanda, mutu nyonso ayebi yango. Tozali na bandeko na biso oyo bazali ko prêter flanc na lopoto oyo basali passerelle pour que Rwanda akota na mboka na biso. Bango bazali ba Congolais. Ndenge pouvoir ya Kinshasa ekoki kobengana batu wana banguna wana na minduki te. Bitumba ezali se kokoba. Bandeko na biso bazali kokweya mikolo nyonso, bazali kokufa. Alors, biso en tant que acteur politique, tolobi me tokoki kotika population mobimba esila te. Au politique tozali kosala ngo pona peuple. Nde yango tosengi na ndeko Tshisekedi que ndenge okoki kosala bitumba te. Makambo basilisaka ngo na bitumba, soko okoki makasi ya bitumba te, okoki kosilisa ngo mpe na masolo. Nde yango tobengi masolo dialogue inclusif. Na masolo wana tobengi batu nyonso baya kokutana. Pa nazali koyoka si souvent batu alukuta wana oyebisa batu ke omoni soki bango basengi dialogue ezali po tokabola pouvoir, et ça bazali ko-instrumentaliser bino peuple. Na mutuna na koyi kotuna bango ezake banda na 60 bakoki ko rappeler biso dialogue politique moko o esalema kaka na objectif ya kokabola pouvoir. Crise ezali te, mboka eza malamu, mais ba politiciens balamuka balobi te tosala dialogue tokabola pouvoir. Ba dialogue nyonso esalama depuis 60 et salema parce que il y avait des crises politiques comme sécuritaires. Na yango ba dialogue nyonso ana soki botal l'histoire et comment na niveau moko oyo esalisa quand même que makambo zonga na esika na yango. Bien que il y a tout un travail qu'il faut faire, soki dialogue esalemi moi qui m'y ekoti esengeli bakonzi ya mboka bayeba que musala penza kosala ekobanda ngonga wana pour que tozongela lisusu na mae oyo ekoyisaki biso na crise oyo etindaki ke tokota dialogue te. Parce que gouvernance ezaka kaka moko tokoti dialogue to accord politique, gouvernement d'union nationale, élection, crise, tozongeli dialogue et c'est comme un cycle ne yango population azali komona que peut-être ezali ba jeu ya ba politiciens. Mais non, tozali kosenga dialogue wana parce que mboka na biso ezali na problème. Batu bakokufa. Ndenge toza na bino awa na Kinshasa, bandeko na ngai toyeba ke ba papa, ba mama, bana na ngongo oyo bazali bisika na zamba bazali kobenga ngo ka ba réfugié. Po balia esengeli ba memela bango biloko ya kolia oyo bazali kobenga na lopoto aide humanitaire. Oyokaki dernièrement batu wana na minito bazana aide humanitaire te parce que aéroport ya Goma ezali ya kokanga. Comment tokoki kotika bandeko na biso bakufaka kaka ndenge wana bavivaka bacondition wana et pendant ce temps biso tozali kosala badébat politique oyo azali patriote te oyo afingaki Kagame oyo afingaki Kagame te. Je crois que il est arrivé un moment, le moment est arrivé pour que to avancer dans le débat politique na biso toyeba ko privilégier intérêt à peuple. Dialogue tozali kosenga ezali pour que M23 to contraindre yé à signer accord politique global et inclusif à l'obake biso to kosala subitumba na Congo te. Et dialogue wana est préconisé programme ya réunification ya mboka na
koyeba ndenge nini bakongole bakoki kobanda kocircule bakendaka bisika balingi na lere biso tozali koloba awa bandeko na biso bafonctionnaire ya leta oyo bazali na bisika oyo M23 kangi bazwaka salaire te bao bazalaki na mwa mbongo na bango moke batiaki na banque bakoki kokende ozwa mbongo wana te. Vous vous imaginez la souffrance qu'on impose à nos compatriotes là? Et c'est pendant ce temps biso à Kinshasa tovandi tozosala ba discours tolobi azotoke dialogue gouvernement ekosala boye mututel wana koloba boye. Mais est-ce que tozali komona te que la tergiversation wana peuple, une partie de notre pays, une partie du peuple congolais est en train de payer les prix le plus fort de la tergiversation politique pour les alliés en Kinshasa. Ndena yango tolobi awa biso tozali kosenga Tshisekedi te. Tozali koyebisa que Monsieur le Président au prêtaki serment pour protéger le peuple. Na yango okoki kopesa biso explication te. Ou soit ozali capable de protéger le peuple congolais, ozali incapable, ou soit ozali incapable de démissionner au tikiki tia Bokoni. Mais na ndenge toza kota la Tshisekedi, lenga lingi ki Bokondi, kotambola na tapis rouge, kosala ba voyage, hypothèse de démission wana ezali akosala monte. Ndenge moto lobi ndenge ko démissionner te. Kasi yaka tovanda na mesa M23 aya ba oyo ba mouvement rebelle ezali na ba ituri kuna to bengisa su ba onyo surtout to vanda to signer accord to lo baké bandeko botika kokoma ba congolais. Alors pour continuer la motuna na yo, si ça va nécessiter que accord politique et ça la gouvernement d'union nationale, mais il y a des applications parce que moi j'aurais déjà obtenu l'essentiel, la cessation des hostilités. Batunyo so bazana bakan ya ba réfugiés bazonga na boka na bango bakende kosala bilanga basala bisala na bango. Quant au gouvernement d'union nationale, moi ça m'intéresse pas parce que les alliés ont des toujours pour la terre. S'il y a des gens qui se battent pour des postes au gouvernement, en tout cas c'est une bonne parce que au monde qui très bien mais na longwe pouvoir wana et ça qui n'a pas quitté moi dans le but c'est fini, je suis parti. C'est un pouvoir qui ne s'occupe pas du bien-être du peuple. Baza mis à Mosolo à l'État, n'a longwe na pays. Donc Moutouazo a un pouvoir où il avait une grande influence. Na longwe, l'air Nazaki na boloko. C'est que peut-être vous ne savez pas. Oui, pourquoi na oumei na boloko? Chaque jour on venait me dire que Mokonzalobi ce que l'igno bima, bima kozo na union sacrée. Moi je leur disais, je ne ferai pas ça. C'est comme ça que Nassani 30 mois. Est-ce mes chers amis, au péril même de sa liberté, à Boïkokota gouvernement lobby, au lieu d'être dans ce gouvernement, je préfère rester en prison, se battre pour un poste après le dialogue, ça n'a pas de sens. Tout récemment, l'air Bassali gouvernement n'a pas. Vous êtes des journalistes, vous savez que j'étais parmi les personnes les plus consultées. Ma réponse était catégorique, je n'entrerai pas dans ce gouvernement. Donc, Bolo Moulanga na Moulongo ya Batu Oyo, Bazali Kokunda Bolo Kota na gouvernement parce que pour moi, ce n'est pas important. Ce qui importe pour moi aujourd'hui, c'est la paix à l'est, dans l'est de notre pays, c'est le bien-être social de notre peuple et l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Tolobi Yango, Tshisekedi a causé même pas une minute après 2028. À cause de la ça, il doit le savoir. Est-ce que la Nenge Zawan? Est-ce que Ebonga? Mais 2028, il part. Président, le 15, on sait la marche triste de cette année à Féchi à genoux. Question d'alcool. On peut ça en gros 50-50 comme d'habitude avec d'autres églises catholiques. Deuxième question, est-ce que aux hommes que la marche va créer un dossier aux autres sous prison par rapport à la marche?
Par ensuite, ça, le gouvernement a-t-il obéi ça, moi, à $30 pour la banlieue, pour la voyage, pour la passe, il y a le ça fait partie, $30, ça fait partie à Moïbi, Oyo Bazali na Yango. Ça fait partie, il y a Moïbi, Oyo Bamesana Kozala Nango, Bobosani Ram, Bobosani pas détournement, Basala. Je crois que Wana Tokolobela Mote, les années n'a pas. Mais on posait la question 50-50, oui, ceux qui l'ont, l'Église catholique, Oyo Tozali, ko partager naie par conviction manko. Approcher du sopo na tosala yango elongo, tokoboya te. Tolobi tokoboya participation ya mutu ata mon côté. Nous restons ouverts pour que bandeko oyo penza bazali ko porter Congo na mitema na bango, baya tosa l'effort nyonso to sauver population na biso na est. Question na musu solobi, c'est très important. Tu as dit quoi? Ouais, nazo banga te bak ngai, mon cher ami. Vous me voyez vraiment je ne peux pas avoir peur de ça. Et d'ailleurs, je ne me rappelle plus à quand remonte la dernière fois que j'ai eu peur dans ma vie. Ça date de longtemps que j'ai eu peur dans ma vie. Tozo sala makambwana pour na sauver mboka. Tozo sala yango pour na défier mututé ou bien parce que tolingi mutu ya tel. Tozo sala yango pour na peuple. Mais peu importe ce que les autres penseront, je m'en fous. Ceux qui n'ont pas dit qu'au alors ceux qui sont derrière moi. Donc je suis déterminé. Je serai dans les rues de Kinshasa le 15 décembre. Et le peuple sera derrière moi parce que je suis convaincu que cet appel a trouvé écho favorable dans Mitema à Congolais pour que tout sauver Bandeko Nabiso au Bazali na Est. Merci beaucoup.